Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un mystère. Alors, c'est Fabrice qui demande des explications sur le Graal. Il s'interroge sur ce que peut être le Graal. Alors, je vous rappelle que le Graal, on en entend parler dans la légende arthurienne. Mais comme toute légende, il y a toujours quelque chose, il y a une base de vérité si vous voulez. Une légende, elle s'appuie toujours sur un élément. Et forcément, après, il y a l'histoire autour, il y a une forme de romance autour. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a une interrogation sur ce qu'est le Graal. Légende, fait réel, un mixte entre les deux. Voilà un petit peu l'idée. Et donc pour essayer de répondre à Fabrice, pour essayer d'éclaircir ce mystère qu'il nous propose, eh bien on va essayer, avec l'oracle de Béline, je dirais d'en apprendre plus, tout simplement. Alors, la première question serait de se demander comment est né le Graal? C'est bien quelque chose, la naissance du Graal, est-ce que c'est une coupe, est-ce que c'est autre chose, une idée, je ne sais pas. Comment est né le Graal? Alors, on a plusieurs choses. Mais regardez, intéressez-vous aux couleurs, intéressez-vous à la signification de la carte. Nous avons ici déjà une carte jupitérienne. Je vous montre le signe. Jupiter, c'est l'expansion. Jupiter, c'est l'idée d'une continuité. Non pas comme Saturne qui est le temps parce que le temps est long. Là, c'est quelque chose qui continue à travers le temps. Dans Saturne, on peut dire que le temps peut être long en mois, en années. Avec Jupiter, l'expansion, ça commence et ça se continue à travers le temps. Sans dire si ça va être court ou long d'ailleurs. Mais regardez tout de suite, nous avons une couronne. Nous avons bien l'idée d'une royauté. Alors attention, n'allez pas tout de suite tirer des conclusions. La royauté, le roi d'Angleterre est un roi. Vous voyez, par exemple, hein, il y en a d'autres. Hein. En France aussi, on a eu des rois. Il y en a eu un petit peu dans tous les pays d'Europe. Il y en a en Espagne aussi. Hein. Donc vous voyez simplement que là, quelque part, nous avons l'idée qu'une forme de royauté. Et puis, revenons à la religion. Jésus est le roi aussi, hein, roi des Juifs. Non, je ne sais plus si c'était ça qu'on disait. Je ne suis pas très féru en religion catholique, je vous le dirai. J'avoue, le roi des rois, il me semble. Mais vous voyez que quelque part, en tout cas, nous avons une idée de royauté. Et puis, est-ce le royaume des cieux? Vous voyez que là, avec cette carte, on tourne dans une idée, en tout cas, de, de roi. Quelle que soit la notion, spirituelle, religieuse ou terrestre, hein, tout simplement. Mais rappelez-vous aussi que les rois, en tout cas les rois français, étaient souvent liés à la religion aussi. Hein. Euh, donc vous voyez, il y a plusieurs choses qui s'emballent. Mais regardez, ici, cette couleur rouge peut nous interpeller en nous disant, il y a du sang. Pour moi, on a la naissance, c'est du sang royal. Sans dire si c'est terrestre, religieux ou ce qu'on veut. On parle de sang royal. Et vous voyez que ce qui est intéressant, on ne parle pas de coupe déjà. Donc quand on parle, comme dans les films d'Indiana Jones, la coupe qui a recueilli le sang du Christ, non, parce que là, quelque part, c'est une main qui recueille le sang. D'ailleurs, ça ne dit pas le sang du Christ, hein, là, ça dit simplement un sang royal. Une main qui se tend vers le sang royal. Et sur quelque chose qui continue à travers le temps. Voilà, en tout cas, l'origine du Graal. Ça n'en dit pas plus, hein, ça ne dit pas autre chose. Mettons cette carte de côté. Et là maintenant, on ne peut plus donc parler d'objet,
On pourrait même pas poser qu'est-ce que le sang, qu'est-ce que le Graal, parce que quelque part, on a déjà cette réponse. On a une idée de sang royal, mais on n'a pas l'idée de coupe. On a quelque chose qui se transmet. Et justement, comment se transmet le Graal? Peut-être aurons-nous une réponse intéressante. Alors ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'ici, là encore, nous avons Jupiter, comme une forme de succession. C'est intéressant parce que on a l'idée de quelque chose qui pourrait se transmettre par un don. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais si c'était une coupe, ça serait faisable aussi. C'est vrai, sauf que là, on ne parle pas de coupe. Mais pour moi, le Graal se transmet. Et puis, on retrouve ici un croissant de lune. On trouve la renommée, le nom. Ce qui me confirme que finalement, euh, pour moi, nous sommes bien sur du sang royal ici, qui se transmet au fil du temps. Un sang royal qui se transmet au fil du temps, de nom en nom. Et là, vous voyez que quelque part, quand on transmet du sang de nom en nom, ça s'appelle un petit peu la royauté quand même. On a bien l'idée de quelque part que le Graal, c'est bien quelque chose de royal. Il y a une idée là et il y a aussi une idée de sang royal. Alors finalement, ceux qui ont vu ce film qui s'appelle Da Vinci Code se disent, Uther, il est en train de raconter n'importe quoi et de parler de ce film. Alors, même si j'aime beaucoup le film et que je trouve que finalement il est intéressant, il faut quand même voir que le film Da Vinci Code est romancé. Et que certes, Dan Brown a sûrement fait des recherches, mais je ne sais pas dans quelle partie il a fait des recherches sur des faits réels et sur sur ce qu'il a pu inventer ou broder un petit peu pour donner une histoire, hein. Donc, je ne regarde pas du tout la partie qui concerne Léonard de Vinci non plus, avec ce qu'il raconte sur le féminin sacré, etc. Je m'attache juste à cette période, ce problème du Graal. Mais dites-vous bien aussi qu'un écrivain comme Dan Brown n'a pas raconté forcément n'importe quoi de bout en bout. Et que les cartes, et je les tire au fur et à mesure, hein, et vous voyez bien que là, quelque part, avec ces deux signes Jupiter, vous prenez un livre sérieux, Jupiter, c'est l'expansion, c'est ce qui se continue. C'est bien ce qu'il faut voir. Et puis la carte de la renommée, la carte avec une couronne dessus, je ne les invente pas. Et nous avons donc bien une idée de quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et forcément, le sang, c'est une succession. Donc oui, pour moi, le Graal, c'est quelque chose qui représente un sang royal. Alors c'est d'autant plus intéressant que quelque part, si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, quand j'ai parlé de Jeanne d'Arc, on la retrouve faisant partie de la lignée des Mérovingiens. Alors me direz-vous, oui, mais le Graal, la légende arthurienne, le sang du Graal, enfin le sang royal, le Graal, vous voyez que tout se mélange un petit peu. Mais prenons un tout petit peu de recul par rapport à la situation. Attention, parce que vous savez que ce qui se transmet au Moyen Âge, il y a beaucoup de légendes, mais les légendes sont toujours basées sur quelque chose. Un petit peu comme nos romanciers qui finalement écrivent une histoire parce qu'ils ont une connaissance ou quelqu'un dans leur entourage qui a vécu un événement et que là-dessus ils en ont fait un livre. Attention à ne pas tout mélanger et attention à ne pas dire pour autant que c'est forcément faux. On ne balaye tout d'un revers de main. Non, non, non. Prudence. À présent, je vais reprendre les cartes et je vais donc m'interroger sur quelle a été l'évolution du Graal
de ce sang royal. Peut-être ce sang royal est-il éteint de nos jours. Peut-être pas. On va essayer d'avoir des infos. Alors regardons. Comment a évolué le Graal? C'est une évolution à travers le temps en fait, hein. Euh, je ne sais pas à quel moment le tirage en croix va s'arrêter, ni à quel point de départ. Mais l'intérêt, c'est de regarder les périodes intéressantes. Et finalement, comment commence tout? Dans la difficulté. Vous voyez qu'avec la carte ennemie, l'action, moi, ça m'évoque que le Graal, finalement, c'est un petit peu comme si on, on avait une opposition, un renversement, quelque chose où on s'est battu. Euh, pour moi, j'ai le sentiment que le Graal se termine à la fin d'une royauté. Et on pourrait même se dire que finalement, le Graal se termine par la fin d'une dynastie royale. Et ce qu'il va contre, on a l'impression que quelque part, à un moment, on a essayé euh, enfin, plutôt, ce qu'il va contre serait tout ce qu'on en dit, tout ce qu'on en parle, comme s'il y avait quelque chose de secret sur cette descendance, comme si à un moment, on avait peur que finalement la descendance de cette dynastie soit révélée. Et qu'à chaque fois qu'on essaye d'en parler, ça leur donne préjudice. Et que plus on en parle, alors attention, c'est à travers le temps, hein, bien sûr, on pourrait très bien comprendre à ce moment-là que finalement, la dynastie royale mise en place après essaye d'oxyre celle-ci. Bien sûr, une, une dynastie royale concurrente, euh, c'est dangereux. C'est dangereux. Euh, vous n'avez pas envie d'avoir de concurrence pour le même trône. Regardez la guerre de Cent Ans, c'est ce qui s'est passé entre deux dynasties, ou plutôt entre une dynastie, deux branches d'une même famille. Là encore plus, finalement, avec des rois de France légitimes, une autre dynastie qui vient s'installer et qui n'aurait qu'une envie, c'est de trucider la première. C'est en tout cas ce que ça m'évoque, et que forcément, plus il y avait de discussions là-dessus, et plus c'était dangereux. D'où le fait de garder cela secret. Et quel est le conseil? De ne pas oublier ses racines. Et quelque part, vous voyez, de rester attaché. Je vous la mets bien en vue là, plus au milieu. Regardez, on a une carte action, une carte martienne. Mars, c'est l'action. Et que quelque part, on a l'impression que le conseil, c'est de ne pas oublier ses racines, mais c'est aussi de presque de rester prisonnier. Vous voyez, de rester dans une forme de secret ou cachot. C'est un petit peu l'idée. Et d'y être volontairement, d'y être de... euh, Oui, moi, ça m'évoque quelqu'un comme si on devait, pour finalement ce Graal, de les laisser attachés, de le laisser dans une forme de cachot ou en prison, de ne pas lui laisser sa liberté. Alors bien sûr, on va pas, pour préserver une situation, une lignée, on va pas l'attacher, le mettre dans un cachot. C'est plutôt de l'idée de la laisser au secret, de la cacher. Regardons comment ça a continué à évoluer. Et vous voyez que quelque part, on y a travaillé. Vous voyez que là, quelque part, le despotisme était là, que je vous dis que ça reste caché, et on tombe sur quoi? Sur le cloître, la même idée de prison. Le Graal est vraiment, pour moi, avec ce tirage qui se confirme, quelque chose, un sang royal, une lignée royale, que l'on a absolument tenue secrète, et qui de nos jours existe encore, mais qui de nos jours est toujours tenue au secret. Donc pour répondre à Fabrice qui me demandait ce qu'est le Graal est une descendance, une lignée royale, une descendance royale française qui remonte au premier roi.
mais qui existe toujours et qui est complètement gardé au secret. Et on a travaillé sur ça, sur ce secret. Vous voyez, on l'a travaillé, on a tout fait pour entreprendre dans ce secret, pour entreprendre de garder secret. Alors ce qui est intéressant, et là je fais une petite parenthèse, ce qui est très intéressant, n'oubliez pas les prophéties, parce que vous savez que chaque mardi et chaque jeudi, je décode les prophéties avec vous. Et je remonte ainsi l'histoire de France à travers les âges. Et forcément, je tourne les vidéos à l'avance. Nostradamus, dans ses prophéties des derniers jours, sur un moment, nous donne l'idée qu'un roi de France reviendra sur le trône. Il ne dit pas que ça sera un roi pour être roi. Peut-on imaginer un personnage, tout simplement, prenant le titre de président de la République et descendant des premiers rois mérovingiens, par exemple? Ce ne serait pas la dynastie des Bourbons, que l'on connaît encore actuellement. Mais réfléchissez un tout petit peu. Et je vous encourage vivement à regarder les vidéos de Nostradamus. Vous familiariser avec les centuries. Quand j'aurai terminé avec toutes ces vidéos de Nostradamus, je vous livrerai sur un PDF toutes les centuries. Vous pourrez les relire autant que vous souhaitez. Intéressez-vous, car des réponses nous seront apportées à travers les prophéties de Nostradamus, à travers les quatrains de Nostradamus. Voilà, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis, eh bien, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à la partager déjà. Faites connaître la chaîne autour de vous. Alors aujourd'hui, vous avez été nombreux suite à mes vidéos sur Jeanne d'Arc et sur le Graal à me poser des questions. Beaucoup de questions qui étaient très intéressantes et qui faisaient ressortir votre intérêt sur les deux tirages et sur d'autres d'ailleurs. Alors aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites, il y a eu aussi des choses avec les vidéos sur Nostradamus, notamment sur la filiation de ce grand monarque que beaucoup attendent et qui viendrait des descendances de Mérovingiens. Il y a eu ce lien entre les Mérovingiens évoqué de façon très succincte par Messoin et par Nostradamus sur une origine possible vis-à-vis de Marie-Madeleine. Certains disent Marie de Magdalene. Donc il y a plusieurs choses qui traînent. Alors plutôt que de remonter le temps et de prendre tout par petits morceaux, je vais simplement faire un tirage là aujourd'hui sur est-ce qu'il y a une descendance de Jésus. Alors bien sûr, je ne le formule pas comme ça, pas de cette façon-là. Je vais simplement poser la question aux runes, ainsi l'évolution du sang de Jésus. Non pas le sang en tant que sang qui coule dans les veines, mais d'une possible descendance. Si aucune rune ne se retourne, il n'y a pas de descendance. Soyons très clairs. Ou quelques runes et qui évoquent une fin, ça veut dire qu'il n'y a pas de descendance. Mais s'ils évoquent une continuité, il sera peut-être intéressant de demander où elle est partie cette continuité. Vous voyez, il y aura peut-être d'autres questions. Et je vais donc, dans les semaines à venir, à travers les semaines à venir, eh bien, continuer, si il y a besoin, à détricoter ce fil et à avoir une perspective de comprendre la situation. Et si ce n'est pas de là, eh bien, on reprendra là où j'en étais arrêté pour comprendre. Peut-être est-ce un cousinage, peut-être. Vous voyez, il y a plein de possibilités. L'idée, c'est de comprendre totalement. Et puis, vous avez été certains qui m'ont posé la question directement, y a-t-il une descendance de Jésus?
Certains ont peut-être lu le Da Vinci Code euh, ou d'autres écrits là-dessus. Donc ma question aux runes va être simple. Quelle est la continuité du sang de Jésus après son décès, après sa crucifixion? Donc vous voyez, j'agite bien les runes à l'intérieur et je laisse tomber. Alors, vous connaissez un petit peu ma façon de faire. Voilà, je vous disais, vous connaissez ma façon de faire et je me suis rendu compte à l'écran que finalement, on ne voyait pas grand-chose. Vous ne voyez pas grand-chose. Moi, je voyais très bien, je suis en face. Mais la lumière était mauvaise. J'ai mis plus de lumière pour que vous puissiez, vous aussi, voir ce qui se passe. Alors, vous voyez, on a déjà, on va retirer les runes qui ne sont pas, celles-ci n'étaient pas interprétées. C'est moi qui les fais tomber. Mais je retire tout ce qui n'est pas interprété et puis on gardera ce qui doit être lu, ce qui doit être compris. C'est toujours la phase qui est la plus délicate parce que il ne faut pas en oublier. Et oui, celle-ci était là. Donc voilà. Si on regarde, voilà ce que ça donne. L'objet était ici, hein. Le centre de la question était ici. Mais si on regarde bien, on n'a rien. Vous savez, je lis toujours comme ça, mais on n'a rien d'un seul coup. C'est assez court. La descendance de Jésus, elle est assez courte ici. En tout cas, ce que les runes veulent nous dire, mais très recentrée. Ce qui fait que quand je vois ça, je ne peux pas parler de famille nombreuse. Pour moi, il y a bien une descendance, parce que s'il n'y avait pas eu de descendance, on serait amassé ici. Là, il y a bien une continuité par rapport à la question. On a franchi le cap au-delà. Mais il n'y a pas 50 enfants. Il y aurait 50 enfants, j'aurais des runes ici, j'aurais des runes là. Vous voyez, on aurait des runes éclatées. On est quand même assez regroupés. Pour moi, il y a bien une descendance. On va interpréter et on va essayer de voir ce qui se passe. Et regardez cette première rune, c'est la rune, celle-ci, hein, c'est la rune Isa. Donc si vous voulez suivre ce tirage, sous la vidéo, vous allez trouver des liens, des PDF que vous allez pouvoir télécharger. Je vous encourage, bien sûr, à les télécharger. Et vous avez un PDF qui concerne les runes. Alors c'est vrai, je dois le remettre en page de façon à ce qu'il soit plus agréable. Je vais le faire, mais comme je dis, je suis toujours à vous promettre des choses et je tarde toujours à mettre en application. J'en suis un peu désolé, je suis toujours débordé. Je suis un éternel débordé. J'aimerais pouvoir faire les choses plus rapidement. Je vous promets, ça va venir. Ça va venir. Il y aura encore d'autres surprises. Il reste encore, l'année n'est pas finie. Il y aura d'autres surprises sur 2023. Cette rune Isa représente le moi. Mais ça représente aussi, vous voyez, avec son aspect finalement d'un simple trait, ça nous donne l'idée d'un être unique, d'une personnalité unique. Alors je ne traite pas ici de la personnalité de Jésus sur un plan spirituel. Que vous soyez croyant ou non croyant, aucune importance. Je dirais que là, on a le sentiment d'une solitude, quelque part, d'une personne qui cherchait à rassembler avec Isa, c'est le sens de cette rune, mais qui en même temps se sentait seul dans son rôle. C'est paradoxal, me direz-vous, parce que oui, Jésus était entouré, hein, on le sait, de ses apôtres, mais malgré tout, c'est une personnalité qui était seule. Alors, je vous rappelle la question, elle est sur la descendance possible de Jésus ou pas? Déjà là, nous sommes centrés sur cet être unique, finalement. C'est tout à fait ce que nous dit cette rune, cette symbolique avec Isa. Mais regardez cette rune à côté.
Regardez la symbolique. Deux triangles, me direz-vous. Oui, l'idée n'est pas de vous faire regarder le nom de la rune pour l'instant. Mais je vais vous dire les choses un petit peu comme on les conçoit aussi. Il faut toujours regarder comment sont dessinées les runes. Si vous êtes un tout petit peu curieux, vous vous rappelez, elles ont été placées comme ça, une à côté de l'autre, hein. Je dirais que le sens de la rune, peu importe, là, on va pas chipoter sur ça. Mais si vous vous intéressez au symbole, n'y voyez-vous pas là un sexe d'homme dressé et une poitrine de femme? On voit bien que quelque part, outre, et c'est ça la difficulté avec les runes, c'est que outre interpréter la rune, il faut aussi regarder ses positions, comment tout est centré sur la table, mais aussi regarder ce qu'elle représente, si vous voulez, plus que le sens aussi, mais le dessin de la rune en lui-même. Je ne le fais pas à chaque fois parce que, en fonction des questions, il n'y a pas forcément besoin. Mais là, avec une question aussi importante, on a la symbolique d'un homme et d'une femme, dessinés par des runes qui ne sont pas là forcément. Ça aurait pu être une autre rune, on aurait pu avoir, je ne sais pas, je vais en prendre une qui est à côté de moi pour ne pas bouger les autres, on aurait pu avoir ça. Non, on a cette rune-là. Vous voyez que si vous faites des tirages avec les runes, que vous fabriquez vos runes, que vous faites des tirages, observez, ne vous précipitez pas. Observez. Vous voyez, celle-ci n'a pas la même forme. Je vous la montre parce qu'avec l'éclairage, avec le reflet de la lampe, on aurait pu le croire, hein. J'observe beaucoup ce qui se passe sur ma gauche avec l'écran. J'essaie d'enlever les reflets. Mais vous voyez que là, quelque part, et c'était détaché du reste, on a deux lignes, hein, qui sont comme ça. On en a une ici, et celle-ci qui est un petit peu écartée. On verra après. Mais là, l'homme et la femme sont là. Il y a bien quelque part un couple. C'est la base de ce tirage. Et puis, peut-être l'avez-vous reconnu, cette rune. Cette rune, c'est Berkano. On ne va pas s'attarder sur sa signification, le boulot, ce n'est pas important ici. Mais elle symbolise la maternité, la mère, la naissance. Alors, ici, je vous avais dit, on a un homme, une femme. Bien sûr, Jésus était en couple, mais c'est pas pour autant qu'il y avait descendance. Mais là, avec cette rune Berkano, c'est important. Je vous ai dit, ici, on voit un homme, une femme, la poitrine d'une femme. Mais Berkano représente la maternité, la mère et la naissance. Nous avons donc bien, à un moment donné, Jésus aux côtés de sa compagne qui porte un enfant. Donc, ceux qui se posent la question, c'est très clair. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que cet enfant est né, ça ne veut pas dire qu'il a survécu. Non, pour l'instant, c'est juste un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Donc, il y a bien l'idée d'un couple. Et on le voit très nettement, il était séparé des autres runes. À présent, on va continuer le tirage. Mais vous voyez que dans les runes, chaque étape est importante. Et euh, il faut comprendre que ce magnifique outil permet de répondre pour peu que l'on s'attarde à l'observer aussi. Donc, si vous-même vous apprêtez à faire des tirages avec des runes, n'oubliez pas de prendre votre temps. L'observation est importante. Nous voici avec Kenaz. Kenaz nous donne le sexe de l'enfant, une femme. Kenaz est une rune, on va dire avec une polarité femelle.
Mais ici, nous parlerons d'une fille, une future femme. Kenaz, c'est aussi la symbolique de la connaissance, de l'apprentissage. Cette femme, cet enfant, cette fille, a reçu un enseignement, a reçu une connaissance éclairée parce qu'il y a de la lumière sur Kenaz. Donc vous voyez que déjà, on apprend des choses. La rune suivante que voici, Raido, est en train de montrer que cette fille, c'est une fille, hein, on ne va pas la nommer autrement, que cet enfant a su suivre son sentier, son chemin, son parcours. Elle n'est pas née, elle n'est pas née euh, au lieu de sa conception, elle est née lors d'un voyage, pendant le voyage. Elle est née, elle a suivi un parcours de connaissance. Elle avait un pouvoir de guérison, d'apaisement. Alors, là encore, n'y voyons rien de spirituel. Vous savez que les gens à notre époque ont du magnétisme et peuvent très bien magnétiser, se servir des énergies pour guérir, pour apaiser. Je ne veux pas que ce tirage soit un tirage sur la religion. C'est pour ça que je m'écarte du sujet religieux pour rester dans le neutre absolu. Mais il faut constater que cet enfant, par ses connaissances, avait des capacités de guérison et a eu la connaissance pour les utiliser. Donc nous savons que c'est une enfant, cette fille, est née pendant un voyage, avec des capacités. Et ces capacités, au long de son adolescence, de sa formation, si j'ose dire ainsi, elles se sont développées et elles lui ont été apprises aussi. Ça veut donc dire deux choses, que quelqu'un était là pour lui apprendre, sa mère, puisque sa mère a pu la mettre au monde pendant le voyage. Ça ne parle pas du père. Vous allez me dire, oui, mais Jésus, on sait, il est mort sur la croix. L'école nous a appris aussi que Jeanne d'Arc était morte sur un bûcher, et ce n'est pas du tout euh, ce qui est réel. Donc, je ne pars pas sur des principes, on va dire, ni religieux ni historiques. Euh, je pars simplement sur ce que les runes transmettent. Et on voit, au fur et à mesure, on fait une voyance qui déduit des choses, qui comprend de façon intuitive les choses, et si effectivement on ne parle à aucun moment du Père, on pourra dire que effectivement Jésus est resté au lieu de la conception, sur les terres de la conception. Vous voyez, je ne regarde pas la crucifixion, tout ça, c'est hors de propos par rapport à la question. Ah, c'est vraiment la question qui doit être le fil conducteur et non pas ce que l'on sait, parce que sinon on va faire du mentalisme et ça va rien donner de bon. Ici avec Wunjo, qui est cette rune, Wunjo indique que l'enfant, cette fille, va s'intégrer dans une collectivité, une sorte de fraternité. Elle va être reliée aux autres. Elle se relie à un groupe humain. Donc la conséquence, elle est claire, c'est que il y a voyage, il y a certes voyage, naissance pendant le voyage, mais à l'arrivée, elle s'intègre. C'est donc qu'il y a bien une arrivée. Elle ne reste pas, par exemple, cet enfant sur un bateau. Bien sûr, vous allez me dire, c'était presque évident. Oui, mais les runes nous le disent. Elle arrive quelque part, cet enfant, et à son arrivée, arrive à s'intégrer presque directement, à prendre une place dans la société dans laquelle elle arrive. Ce Willow ici frappe comme la foudre, mais ça symbolise une forme de victoire, une étape franchie. La victoire, elle est simple, c'est la naissance de cet enfant.
La victoire, c'est d'avoir réussi finalement à la sauver, oui, mais d'avoir permis à la descendance donc de Jésus, à cet enfant, de naître et de le sauver. Il y a aussi l'idée euh, d'éveil, de manifestation, d'éclaircissement. On sent que quelque part, il y a une vraie connaissance par rapport à cet enfant, de vraies capacités. Je ne vais pas parler de dons parce que c'est toujours un petit peu euh, particulier quand on a l'impression que c'est quelque chose qui tombe du ciel. Non, je vais rester sur les mots qui sont hors religion. Une capacité, des capacités qui se font connaître. Il y a quelque chose qui émane de cet enfant. Elle a, elle a transmis aussi quelque chose autour d'elle. Elle a su se faire accepter et transmettre quelque chose. Agalaz, que voici ici, indique que la fille de Jésus, finalement, est en train d'apporter quelque chose, comme si elle restructurait quelque chose. Ça ne dit pas quoi. Soyons clairs, ça ne dit pas quoi. Mais avec Agalaz, il y a aussi l'idée que cette rune est l'origine de toute chose. C'est l'origine de quelque chose. Et puis, c'est une rune euh, qui est aussi une rune de lien, de passage entre des mondes. Elle est dite une rune de forme à 6 branches, avec une protection. Donc si vous regardez, si on a l'impression que cet enfant, dans ce groupe humain dans lequel elle s'est fait intégrer, qu'elle a pu s'intégrer, y apporte quelque chose. Très clairement, et outre ses capacités, elle apporte un sang nouveau. Nous ne sommes plus déjà dans l'arrivée d'ailleurs, hein. Vous voyez ici, nous sommes dans une seconde partie de cette vie. Regardez à chaque fois, je les éloigne volontairement pour que vous voyez bien, hein. Nous sommes sur des choses bien tendues, bien coupées, bien nettes. Ici, nous avons Hiera. Cette rune donne des indications. Nous sommes dans le sud, dans l'Europe du Sud. Il y a l'idée du bleu azur comme couleur, du jaune comme les blés, mais aussi d'une herbe comme le romarin, des arbres fruitiers, le chêne. Alors ça décrit une région. C'est vrai que ça peut s'appliquer à plusieurs pays, mais vous voyez, nous ne sommes pas restés par exemple sur les terres de Palestine, pas du tout. Nous sommes dans l'Europe du Sud, ce qui veut dire que la compagne de Jésus a bien traversé les mers pour arriver sur une terre hospitalière, où l'enfant a pu se joindre à un groupe d'humains, développer ses capacités, se développer, s'intégrer. Et quelque part, nous savons que c'est l'Europe du Sud. Elle n'a pas traversé l'Atlantique, par exemple, elle n'est pas arrivée en Afrique. Non, nous sommes sur l'Europe du Sud. Elvas, que voici, nous parle d'un chemin initiatique. Nous avons donc pour cet enfant, on voit bien qu'elle ne meurt pas en bas âge. Éloise nous indique qu'elle poursuit son chemin, qu'elle va elle-même connaître des rebondissements dans sa vie, mais qu'elle va rester toujours droite par rapport à ses convictions, qu'elle va aussi euh, se transformer pour au final
connaître une nouvelle vie. Donc ça nous donne des changements importants. Elle ne va pas rester dans euh, comment je dirais, dans cette idée qu'elle vient de la Palestine, pas du tout. Vous voyez, elle s'intègre et elle n'est pas dans l'optique de garder ses positions, mais elle est dans l'optique de s'intégrer, de se noyer dans ce qu'elle découvre finalement et dans ceux qui l'intègrent. Elle connaîtra des épreuves, oui, mais elle va continuer à tenir. Et enfin, Ingvaz, qui était à l'extrême fin, on va dire, Ingvaz que voici. Eh bien, cette rune indique que tout simplement, cet enfant va elle-même finir par donner naissance à quelqu'un. Il y a donc bien une continuité dans la descendance de Jésus qui va franchir, on va dire, une génération au moins. Ça ne dit pas ce qu'elle est devenue, ça fera l'objet d'un prochain tirage. Mais voyez que finalement, quand certains écrits disent que Jésus a eu une descendance avec une femme, et que cette femme est partie, elle a traversé les mers, que l'enfant est né pendant ce voyage, et que cet enfant lui-même a donné naissance à un autre enfant. Cet enfant s'était intégré à un groupe. Il y a bien, quelque part, à cette époque, une descendance de Jésus en Europe du Sud qui prend pied. Alors, dans le prochain tirage, dans ce prochain mystère, eh bien, on regardera qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là et la continuité, qu'est-ce qui est devenu cette descendance qui est née en Europe du Sud. Et on pourra essayer aussi de regarder avec le pendule où finalement elle a pris pied. Voilà, et bien écoutez, si ce tirage vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Plus vous serez nombreux à le partager, à le liker, à le commenter, plus la chaîne se fera référencer et ça permettra, là encore, d'avoir de nouveaux abonnés pour continuer à développer la chaîne. C'est important, en tout cas pour la survie de la chaîne, pour que la chaîne puisse continuer. La descendance de Jésus. Si vous vous rappelez, petit récapitulatif, on avait vu que Jésus avait une descendance, que sa femme avait pu s'extirper de la Palestine pour arriver quelque part dans le sud de l'Europe. On peut donc tout à fait imaginer le périple à travers la Méditerranée finalement. Parce qu'elle était partie en barque, en bateau plutôt, plus exactement, pas une barque, un bateau. Même si je ne connais pas l'appellation des outils de navigation de l'époque. Et puis ce faisant, on avait vu qu'elle avait un enfant, une fille et une unique fille. Vous avez été nombreux à me dire, elle avait eu 2 filles, 3 filles, 4 enfants, un garçon. Je ne me fie pas à ce que disent la théologie, ni à ce que disent d'autres voyants, ni même des historiens. Je ne vais pas reprendre les travaux qui ont déjà été faits, ça n'aurait pas de sens, ça serait simplement les relire. Là, je fais suivant mon intuition et ce que me donnent les informations des cartes. Les cartes n'ont retenu qu'une enfant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas eu d'autres, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule qui est importante. Le reste, je le laisse de côté. Mais tout ce qui vient de l'Église, de la théologie, de tout ce que vous voulez, je le laisse de côté. Je ne fais que la voyance, parfois je m'appuie sur les écrits de Nostradamus, mais je ne fais que les parties voyance. Là, cet enfant, cette fille, je vous propose de regarder aujourd'hui ce qu'elle est devenue, ou plutôt elle, sa descendance. Alors vous le voyez à l'écran, une carte de France. Je vais regarder, parce que j'ai le sentiment qu'elle est arrivée en France, cet enfant, je vais regarder son périple à travers les âges jusqu'à remonter à notre époque pour savoir où elle est. Mais en attendant, je vais repasser sur les cartes pour savoir un tout petit peu, sur une partie, ce que finalement cet enfant a pu devenir. Donc, on va regarder avec l'oracle de Béline,
de Béline, pardon, comment a évolué la descendance de la fille de Jésus. Je ne lui donne pas de nom, je n'ai pas à la baptiser, à lui donner un nom. Je l'appelle la fille de Jésus. Et on va voir, eh bien, vers quoi ça nous oriente. Et je vous propose de le faire donc jusqu'à peu près 5-6e siècle pour voir ce qui s'est passé. Donc la question à l'oracle va être très simple. D'ailleurs, si elle n'est pas arrivée en France, on aura peut-être une indication dans les cartes. Je vais donc regarder comment a évolué la descendance de la fille de Jésus jusqu'au 6e siècle. Vous voyez, je me donne une petite marge et on va voir ce qui s'est passé. Peut-être que cette descendance s'est éteinte. Ce n'est pas ce que disent les écrits de Nostradamus, ce n'est pas ce qui est ressorti dans d'autres tirages que j'ai pu faire, mais je me laisse toujours la possibilité, on va dire, de vérifier ce que j'ai pu dire. Si je me suis trompé, ça apparaîtra. Je repose juste les cartes, voilà, pour que vous ayez un meilleur cadrage. Et puis si donc ça se confirme que cette descendance a évolué, avec le pendule sur la carte, on remontera géographiquement, jusqu'à notre époque. Là, je vais me contenter, avec les cartes, de voir jusqu'au, je vous dis, 6e siècle, pour voir ce qui a pu se passer sur cette descendance. Alors, vous voyez que quelque part, c'est intéressant, nous avons une carte vénusienne. Vénus, c'est une carte qui représente l'amour. Nous avons aussi une carte qui est celle de la paix, je vous la montre, avec des lauriers de réussite et une forme de hache de guerre qui est enterrée. Ça, c'est la description de la carte. Ce que l'on peut comprendre, c'est donc que la descendance de Jésus, sa mère, est venue en territoire, s'est extirpée donc de la Palestine, est venue dans un territoire de l'Europe du Sud, ça c'est ce que nous avions vu la dernière fois, pour y chercher la paix, pour y chercher le calme, se sortir de la guerre. Nous avions vu que cet enfant, cette fille, s'était très bien intégrée, on va dire, à la population locale. Je cherche toujours mes mots pour ne pas orienter le tirage. C'est important parce que c'est trop facile d'orienter le tirage, même involontairement. Donc je reste extrêmement prudent dans ce que je dis, peut-être trop prudent, c'est vrai, mais j'essaie de ne pas orienter le tirage et surtout ne pas m'embarquer dans quelque chose qui n'aurait pas de sens. Là, on voit quelqu'un qui arrive dans l'Europe du Sud, qui cherche la paix, qui cherche une forme de tranquillité, d'apaisement, mais aussi avec l'intention de s'y établir avec ses lauriers de la réussite. Ce qui va aller contre. Alors, vous le voyez, ça c'est le point de départ. Ici, rappelez-vous la question, ce n'est pas sur la descendance directe de Jésus, c'est sur la descendance jusqu'au 6e siècle. Les maladies. Ça, il y a eu des maladies et il y a eu des morts face à ces maladies. Est-ce étonnant? Non. L'époque n'était pas avec des médecins modernes, il y avait de nombreuses guerres, il y avait des maladies. Ce n'était pas simple, ce n'était pas des périodes aussi simples, même si je sais que les médecins n'ont pas un petit peu le vent en poupe par rapport à ce qui s'est passé lors des épidémies Covid, de l'épidémie Covid. Mais reste qu'il faut se remettre quand même en tête, c'était plus difficile à l'époque de se faire soigner que maintenant. Ah, il ne faut quand même pas le perdre de vue, et il ne faut pas tomber non plus dans une forme de béatification de l'époque. De 0 à 600, la vie était plus compliquée, plus simple sous certains aspects, mais si vous attrapiez quelque chose de grave, ça devenait compliqué de se soigner. Remarquez, la vie était aussi euh, moins polluée, l'atmosphère était moins polluée, les villes, quand il y en existait, étaient moins polluées,
Voilà, il y a quand même, on pouvait vivre à cette époque. Mais l'hygiène était quand même aussi une notion qui était plus abstraite. On n'avait pas la même hygiène que maintenant. Bref, c'était une autre époque. Donc il ne faut surtout pas tomber en béatification devant cette époque. Les maladies étaient présentes. Et vous voyez que quelque part, ça nous indique que cette dynastie de Jésus, je vais continuer à l'appeler comme ça, a connu des déboires au niveau maladie. Pourrions-nous éventuellement parler de maladies génétiques? Car si vous en regardez, c'est toute la dynastie qui semble frappée de maladies. Alors, on peut tout de suite essayer de voir quel type de maladie était-ce. Et vous voyez, nous avons la carte honneur. La carte honneur qui est une carte solaire. Or, celle-ci nous indique un respect, un lignage. Je vous ai parlé de maladies génétiques parce que je sentais que nous étions là-dessus. Si ça avait fait frapper, on va dire, une génération, un membre de la descendance, il n'y aurait rien eu. Ça ne serait pas apparu dans les cartes. On aurait pu avoir une carte martienne avec cette croix, cette carte qui représente le procès, qui aurait mis fin donc à la dynastie, ou plutôt à la lignée, pardon. Là, on est sur quelque chose où il y a une maladie génétique qui s'est transmise au moins jusqu'au VIe siècle, puisque ma question s'arrête au VIe siècle. Et là, vous voyez, c'est une maladie de roi, une maladie du sang, une maladie, on va dire, génétique maintenant. Et cette maladie a pu se transmettre de génération en génération. Tous n'ont pas forcément été malades, mais tous avaient ce gène porteur. Peut-être l'ont-ils eu après, encore après le VIe siècle, je ne sais pas. Mais vous voyez, je m'intéresse uniquement à cette période entre 0 et le VIe siècle. Donc il faut faire attention, ne pas, ne pas penser que voilà, ça s'est perduré après. On reste sur la question. Mais il y a bien une maladie génétique qui se transmet de génération en génération. Toutefois, si elle se transmet et que la lignée dure jusqu'au VIe siècle, ça veut dire que cette maladie génétique n'est pas forcément mortelle. Et sinon, il y aurait plus de descendance, vous voyez. Alors, quel conseil donner? Le conseil est quand même de changer à cette lignée, de changer d'air, de bouger. L'inconstance représente un manque de stabilité. Je vous montre cette carte de l'inconstance. Et donc le conseil que l'oracle aurait donné à cette descendance de Jésus, c'est de ne pas rester ancré là où elle est venue. Mais au contraire, au fil des années, au fil des siècles, on parle de 6 siècles là, c'est de bouger, de ne pas rester fixé à l'endroit où elle est arrivée. Alors regardez ici, c'est très très intéressant sur ces deux cartes. Nous avons ici la carte de la synthèse, nous avons ici la carte du résultat. Or, quand vous regardez, la carte du résultat nous montre la renommée. Je vous la montre de plus près. La renommée avec, derrière elle, comme septénaire, le septénaire de Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion. C'est l'idée de quelque chose qui prend racine et qui va durer dans le temps. C'est différent de Saturne, hein. C'est vraiment l'idée d'accroissement. Or, on a aussi une couronne ici. C'est la carte présente. Mais regardez, de l'argent, un sceptre, une couronne, le solaire. Ça représente une lignée qui, malgré ce problème génétique,
qui a toujours fait partie de cette descendance, hein. Là, il faut être très clair. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous dire c'est telle ou telle maladie génétique. C'est une maladie génétique, quelque chose de génétique qui peut être considéré comme une maladie, mais qui s'est transmise au moins jusqu'au VIe siècle. Et à partir de là, en résultat, parce que là il a fallu bouger, c'était le conseil, mais malgré tout, cette lignée au VIe siècle prend couronne, le sceptre, toutes les données du pouvoir. Et ce pouvoir est pris pour de l'expansion. Donc ce pouvoir, c'est une lignée royale qui se met en place. Les symboles de la couronne sont là. Alors bien sûr, c'est une lignée royale et regardez ici ce drapeau avec différentes couleurs. Bien sûr, c'est la symbolique des territoires. Tout laisse à penser que au final, ça corrobore ce que je vous avais dit, cette lignée royale de Jésus et cette lignée plutôt, pardon, cette descendance de Jésus donne la lignée des Mérovingiens. Avec cette couronne qui est prise, mais ce qui apparaît de nouveau, c'est cette maladie génétique qui se transmet. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire une maladie grave, hein. Il y a des choses génétiquement qui se transmettent et qui ne sont pas mortelles. Mais il y a quelque chose qui permettrait donc de les reconnaître au niveau, si on faisait des analyses médicales. Bien sûr, on ne peut pas en faire. Il y a longtemps qu'on ne peut plus en faire sur eux. Mais vous voyez, ce sont des indications intéressantes. Et on trouve ainsi, grâce à la voyance, toujours des petites indications qu'il faut simplement retenir et qu'il ne faut pas écarter d'un revers de main. Là, passer de dire que la descendance de Jésus vient chercher la paix et qu'elle prend un pouvoir en le gardant sur le temps, vous voyez pourquoi je dis qu'il faut faire des tirages ouverts? Parce qu'on aurait loupé cette maladie génétique. On aurait loupé le fait qu'il fallait bouger. Et effectivement, les Mérovingiens ne sont pas nés dans un pays du sud de l'Europe. Les Mérovingiens ont été tout de même une grande lignée royale. Donc, voilà comment il faut voir les choses. En même temps, vous voyez un petit peu comment on peut travailler sur des choses aussi lointaines. Et puis, il faut toujours garder une base de ce qui a été tiré avant. Là, on aurait pu voir une lignée qui s'éteignait complètement, auquel cas je vous aurais dit je me suis trompé dans les autres tirages. J'aurais pas compris beaucoup ce qui s'était passé, mais il aurait fallu l'admettre. Là, on voit, et je vous l'avais dit, hein, dans le Grand Monarque, sur Jeanne d'Arc, etc., qu'il y avait un lien avec les Mérovingiens. À chaque fois, ils reviennent. Cette lignée royale revient. Elle est la clé de notre histoire. Elle est la clé du décodage des centuries. Elle est aussi la clé de bien d'autres événements, comme l'actualité sur le grand monarque. Là, nous voyons simplement que la descendance de Jésus est bien celle qui donne naissance aux Mérovingiens. Alors maintenant, on va passer sur la carte. Et la carte, on va regarder finalement où est venue la descendance de Jésus. Alors vous voyez la carte, on le voit, hein, ici je vais vous donner les repères, on voit Bordeaux, ici on voit Toulouse, Montpellier, ici nous avons Bourges, ici nous avons la Suisse. Donc ça vous permet de regarder un petit peu. Ici c'est la Méditerranée. On va regarder avec le pendule. Et on va regarder en posant la question au pendule, où est venue la descendance de Jésus. Tant qu'il tourne, ce n'est pas bon. Alors je le promène, hein, là je suis un petit peu hors cadre. C'est vrai que la feuille est un petit peu plus grande que l'écran. Et vous voyez,
On n'est pas dans la région de Toulouse. Il n'est pas venu dans la région de Toulouse. La descendance de Jésus n'est pas venue non plus dans la région de Bordeaux, ni dans celle de Clermont-Ferrand. Là, c'est presque normal, il n'y a pas de mer. La Méditerranée n'y va pas. Le sentiment qu'on se rapproche en étant près de Marseille, Toulon. Nice nous fait nous éloigner. Le pendule bouge de plus en plus vite. Donc plus on s'éloignera, là j'ai le sentiment qu'on se rapproche. Je suis en fait les indications qu'il me donne. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait attention, les mouvements que faisait le pendule. Nous sommes ici. Ça se situe Nîmes-Avignon, en dessous de Nîmes-Avignon. Nous sommes en Camargue. Donc la légende qui ferait atterrir Marie-Madeleine au Sainte-Marie de la Mer semble être la bonne. Toutes les légendes ont une base réelle, hein, si vous voulez. Et vous voyez, là, dès que je m'écarte, regardez, je suis au-dessus de Béziers-Narbonne, ça tourne. On est bien dans cette région-là, hein. Alors, première indication, effectivement, la descendance de Jésus est bien d'arriver, visiblement, alors Sainte-Marie de la Mer ou le village d'à côté, sincèrement, vu la taille de la carte, vous comprenez bien que je ne peux pas vous le donner en toute honnêteté, mais ce qui est clair, c'est bien dans cette région de Camargue. Alors, on peut regarder au deuxième siècle, au troisième, quatrième, cinquième, sixième siècle, et de nos jours. On peut regarder à travers le temps quel est le cheminement sur la carte. Peut-être ont-ils évolué vers l'Espagne. Bien sûr, je ne pourrais pas voir tous les pays d'Europe, on ne sait pas. Peut-être est-ce des nomades qui ont parcouru la Suisse, je ne sais pas. Vous voyez, il faut se laisser cette possibilité. Regardons, essayons de voir un petit peu où se trouvait cette ligne, cette descendance de Jésus, on va dire au troisième siècle. Et vous voyez, il semble qu'elle était au nord de Carcassonne, entre Albi et Carcassonne, je dirais. Où était la descendance de Jésus au 5e siècle? Alors je marque des temps d'arrêt parce qu'à chaque fois que je parle, ben évidemment, ça fait trembler un petit peu plus le pendule et j'essaie d'avoir une lecture. On peut dire qu'ils étaient à peu près au nord d'Avignon, bien au nord, oui. Sur la carte, c'est marqué, c'est le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Où était la descendance de Jésus? Alors attention, c'est la branche principale. Où était la descendance de Jésus? Je vous propose juste de faire une pause. J'ai un petit peu mal au bras. C'est toujours l'effet du pendule sur moi. Je fais une toute petite pause, je vous le reprends, le temps de détendre mon bras. Voilà, je reprends le pendule et je vais m'intéresser où était la descendance de Jésus au IVe siècle. C'est-à-dire le IVe siècle, c'est vers l'an 300 à peu près, hein. Je vais regarder un petit peu où ça remontait. Ou plutôt, je vais le mettre vers l'an 400, c'est-à-dire vers le 5e siècle. Je cherche un endroit où le pendule se tient tranquille. Vous voyez, je pars à l'aventure, on n'est pas sur une route. Là, on s'éloigne fortement. C'est sûr, on n'est pas du tout dans les zones de La Rochelle. On est plutôt déjà, vu l'indication du pendule, on est dans cette zone-là. Je vais essayer de voir un petit peu où on est, parce que je me tiens au sud de la carte.
plus je monte au nord, alors je deviens hors cadre. Très clairement, nous sommes au nord de la France. Je n'ai pas la carte de la Belgique ni de l'Angleterre qui apparaissent. Très clairement, nous avons une lignée, une descendance qui est montée vers tout le nord de la France. Vu la direction du pendule, je dirais vers la Belgique ou vers l'île, pour faire très clair. Alors regardons ensuite vers l'an 600. Là encore, on est dans le nord, hein. Je suis désolé, vous voyez mon tout en gros plan, c'est pas top. Je me rends compte que c'est loin d'être évident de faire ça. Je vais essayer de trouver une autre solution pour bientôt. Je vais me poser quand même la question de savoir où se trouverait actuellement la personne la plus importante de cette descendance de Jésus. Celui qu'on pourrait peut-être appeler le grand monarque ou le père du futur grand monarque ou celui qui donnera naissance au grand monarque. Vous voyez, c'est cette idée-là. Parce que beaucoup d'entre vous m'écrivent en me disant je connais le grand monarque. J'ai plusieurs personnes qui disent le connaître, mais rien ne dit que c'est la bonne personne. Ce ne sont que des impressions. Rien ne dit qu'il se trouve en France, vous voyez. Mais vu les mouvements du pendule, je dirais qu'il se trouve en France. Il n'est pas dans la région de Toulouse. Mais si vous avez remarqué, on aurait quelqu'un, une partie de la... En tout cas pour moi, la descendance principale, celle qui donnera naissance au grand monarque, vous voyez, elle n'est pas du côté de Poitiers, ça commence à s'agiter. Nevers non plus. Dès que je vais vers l'est, non plus. Si je devais dessiner quelque chose, je dirais que voilà, nous sommes à peu près, d'après les oscillations du pendule, dans cette zone située entre Montluçon, Vichy, Clermont-Ferrand. Ça ne veut pas dire que c'est le grand monarque qui habite là, non. Ça veut simplement dire que la lignée des personnes qui vont donner ce grand monarque sont dans cette zone-là. Peut-être est-ce lui, peut-être est-ce un parent, mais en tout cas, actuellement, ce qui va donner naissance ou ce qui a donné naissance au grand monarque se situe dans cette zone-là. Alors je sais que certains ne vont pas être d'accord. Je vous laisse tout à fait libre de vos pensées, de vos choix, de vos propos. Encore une fois, je ne fais que rechercher ce que me donne l'oracle, le pendule en l'occurrence. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous aura intéressé, en tout cas comment je peux travailler avec le pendule aussi, parce qu'il faut regarder la méthodologie. N'oubliez pas une chose, et j'en suis désolé, c'est que j'ai pas forcément un matériel de pro pour tourner. Vous avez vu que dès que ma main apparaît, oui, quand je tiens le pendule, forcément parfois je le mets devant la caméra et j'en suis désolé, je suis bien embêté. Vous voyez, là je vous montre simplement que parfois, suivant la position de mon doigt, l'écran devient trouble. Et c'est simplement la mise au point de l'objectif qui fait ça. Donc ça, là-dessus, je vais travailler sur ça pour qu'on n'ait plus ce genre d'ennui. Euh, Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça permet aussi de donner après des vidéos qui seront de meilleure qualité, je l'espère. En attendant, si ce genre de tirage vous intéresse, on pourra l'adapter sur d'autres choses. Et puis, je vous donne rendez-vous pour continuer à voir finalement, puisqu'on sait que la lignée mérovingienne est une lignée qui vient en droite ligne de la descendance de Jésus, on pourrait se poser la question la prochaine fois, après les mérovingiens, qu'est devenue cette lignée? Ça va être la question
de la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. N'oubliez pas, partagez la vidéo, likez-la, commentez-la. Si vous commentez la vidéo et que vous likez, le pouce vers le haut, ça mettra en avant la vidéo et ça permettra à nouveau d'agrandir la communauté de la chaîne. Je reste à votre disposition, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je vais m'intéresser à nouveau à Jeanne d'Arc, mais sous un aspect différent. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que j'ai fait une vidéo pour dire que Jeanne d'Arc n'avait pas péri sur le bûcher, comme le prétend la légende, mais qu'il en était tout autre. Mais aussi, quand j'ai décodé Nostradamus, dans une des dernières vidéos sur les quatrains, et sur une vidéo dans la catégorie mystère que vous avez pu visionner il y a quelques temps, il apparaît que Jeanne d'Arc a eu une descendance. Ou du moins, par intuition, j'ai fait ce lien avec une lignée mérovingienne et je la voyais, dans mon intuition, passer par Jeanne d'Arc. Alors, à un moment, je vais poser une question toute simple. Soit Jeanne d'Arc a eu une descendance, soit je me trompe dans mon intuition et il y a eu autre chose. Ça ne remet pas en cause le fait qu'elle n'a pas fini sur le bûcher. Mais vous savez que je ne demande jamais de questions fermées. Je ne vais pas interroger l'oracle en me demandant Jeanne d'Arc a-t-elle eu un enfant, oui ou non. Je vais préférer à cela demander comment a évolué Jeanne d'Arc dans sa vie de femme. Parce que la vie de femme, eh bien, ça nécessite peut-être des amours, peut-être des enfants. Et si rien ne prévoit ou si rien ne laisse apparaître qu'elle n'a eu d'enfant, eh bien c'est que mon intuition se sera trompée. Voilà un petit peu la technique que je vais employer. Donc, vous voyez qu'on peut trouver des questions ouvertes assez facilement sur des situations et éviter ainsi finalement une question par oui ou par non, qui d'ailleurs n'enrichit rien, parce que si Jeanne d'Arc a eu un enfant, où est-il? Enfin plutôt, où est-il né? De qui est-il l'enfant? Vous voyez, il y a plein de questions qui tournent autour de ça. Comment Jeanne d'Arc a-t-elle évolué dans sa vie de femme? Donc avec une question aussi simple, cela va permettre d'avoir tout de suite une idée face à cela. Alors je remets les cartes bien au centre pour que vous les voyez et commençons. Avec ceci, nous avons déjà une carte jupitérienne. Jupiter, c'est l'expansion et ça nous montre une chose toute simple, parce que vous voyez, je ne fais finalement pour l'instant qu'interpréter le septénaire, parce que dans le Béline, le septénaire, c'est très important. J'insiste peut-être là-dessus souvent, mais trop de voyants laissent le septénaire de côté. Ce n'est pas une critique, mais il faudrait les interroger de savoir pourquoi ils le font. Il y a toujours une explication logique, une explication qui doit tenir debout. Et s'il n'y a pas d'explication, c'est là qu'on peut s'interroger finalement sur les qualités du praticien. Mais si vous-même vous tirez des cartes, donc vous pratiquez les arts ésotériques, il y a plein d'oracles qui n'utilisent pas de septénaire. Par exemple, l'oracle G, vous voyez. Là, il n'y a rien dessus. Euh, le grand le normand, pardon, fonctionne avec la mythologie. Le petit le normand n'a rien à voir non plus. Seul le Béline fonctionne avec un septénaire. Donc, c'est important de l'utiliser. Sinon, on passe à côté de quelque chose. Le septénaire de Jupiter, qui est représenté ici, indique une continuité. C'est une expansion. Ce n'est pas comme Saturne qui est le temps qui est long. Là, on est plutôt dans l'expansion. On continue, quelque chose continue. Ce qui nous indique très clairement, et encore une fois, vous voyez, pour l'instant, je ne suis pas sur la partie autre de la carte. Mais rien qu'avec le septénaire, quelque part, on a l'idée que la vie de femme de Jeanne d'Arc s'est poursuivie. Sous-entendu qu'elle a eu une vie de femme. Et puis vous voyez, si on regarde la carte en elle-même, on aperçoit quoi? Une couronne.
ça nous donne quand même l'idée d'une tête couronnée. Donc, quand je vous disais que Jeanne d'Arc a des origines vis-à-vis de la royauté, d'une ancienne royauté, on le retrouve ici. Et puis sa vie de femme, visiblement, a côtoyé, puisque là on est sur la vie de femme, hein, elle a côtoyé un roi ou une partie de royauté. Ça ne veut pas dire qu'elle s'est mariée à un roi en secret, ça ne veut pas dire ces choses-là, mais un roi a joué un rôle important dans sa vie de femme. D'ailleurs, je vais tout de suite me poser la question, c'est de savoir quel est ce roi qui aurait joué un rôle important dans la vie de femme. Alors, c'est un roi solaire, nous avons une carte solaire, on peut penser à un roi du sud, région sud de France ou de l'Italie. Le solaire, vous voyez, on n'a pas un roi du nord déjà, par exemple. Et on a l'impression d'un roi qui physiquement, alors là, aurait eu, je dirais, quelque part des oreilles un petit peu peut-être proéminentes, mais là, bien sûr, vous savez comme moi que les photographies sur l'époque n'existent pas, et donc sur le physique, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on n'a aucune base. Donc dire que ce roi avait des grandes oreilles, en fait, ça ne correspond à rien. On ne peut pas savoir puisqu'on n'a aucune photo de l'époque. Par contre, ce que l'on sait, c'est que visiblement, l'oracle nous le dit clairement, c'est un roi qui est du sud, plutôt orienté sur le sud. Un roi peut-être qui provient d'une province d'Italie de l'époque ou d'une province. Non, à l'époque, la France n'avait pas de roi du sud. Donc, vous voyez, j'aurais plutôt tendance à dire un roi d'Italie. Je le marquerai comme ça vis-à-vis de ce que je me souviens de l'histoire de l'époque. Mais la royauté, en tout cas, est quelque part très importante chez Jeanne d'Arc. Et elle a bien donc eu une vie de femme qui s'est poursuivie. Voyons ce qui va aller contre. Remarquez tout de suite, la couronne est là. Et quelque part, à nouveau Jupiter, l'expansion. Mais là, elle est en opposition. Vous allez me dire, c'est bizarre. D'un côté, on nous dit qu'elle a poursuivi sa vie de femme, avec un roi qui jouait un rôle important ici, et de l'autre côté, eh bien, la même royauté, le même roi, jouait un autre rôle ici, mais en opposition. Visiblement, j'interprète ça ainsi. Jeanne a une vie de femme avec un roi, je vous le répète, mais en opposition, ce roi pour moi n'est pas libre. Son cœur est engagé ailleurs, ce qui pose problème, ce qui fait que ça contrarie sa vie de femme. Il semblerait même que ça contrarie finalement une vie de femme épanouie auprès de la personne qu'elle aime. Mais il semblerait que le lien de cœur existe entre finalement Jeanne d'Arc et un roi qui n'est pas libre, mais un roi du Sud. Alors curieusement, euh, l'oracle aurait conseillé dans ces cas-là à Jeanne d'Arc de couper court. Trop compliqué. Trop compliqué à gérer sur le temps, et il semble donc que, officiellement, jamais Jeanne aurait pu vivre avec ce roi, et que ça ne s'est donc jamais produit, officiellement. Et vous voyez que là, quelque part, ça ne dit pas non plus que Jeanne d'Arc est restée la maîtresse de ce roi. Visiblement, quelque chose s'est passé, mais ça s'est déroulé. On pourrait peut-être parler d'un enfant né de l'adultère, entre une relation entre un roi d'Italie et Jeanne. Alors vous savez qu'à l'époque, euh, les rois se déplaçaient, hein, on ne sait pas exactement tout ce qui se passe, on ne peut pas regarder chaque question, mais pour moi, un roi
d'Italie a fini par engrosser Jeanne d'Arc. Et nous ne serions pas finalement à un mensonge près au niveau de l'histoire de Jeanne d'Arc, qui reste une histoire très édulcorée, presque une histoire digne du Père Noël dans nos livres d'histoire, comme je vous l'ai raconté lors de la première vidéo sur Jeanne d'Arc. Qui peut imaginer une bergère de moins de 20 ans venir parler au roi de France et prendre les armées du royaume de France? C'est vraiment n'importe quoi. Je veux dire, si on fait un tout petit peu attention, hein. Mais je vais pas revenir sur la vidéo précédente. Continuons de regarder. Et vous voyez que là, finalement, il semble bien que, oui, les cartes sont très claires. Regardez cette carte de la finalité. Jeanne d'Arc a bien fondé une famille, c'est la carte de la famille. Et finalement, Jeanne d'Arc a fondé une famille. Alors me direz-vous, bah oui, mais là, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment interpréter tout ça? Parce que finalement, il y a eu le temps, on a un facteur temps ici avec Saturne. euh, la situation, comment on peut la voir? C'est vraiment assez simple. Enfin, c'est assez simple. Toujours simple avec moi, mais je le dis souvent, mais ce n'est pas si simple que ça. Vous voyez, il y a les têtes couronnées. Quelque part, j'interprète ça ainsi, Jeanne d'Arc a eu une aventure avec un roi, une tête couronnée. Elle n'aurait mieux fait de pas l'avoir, cette aventure, mais elle est là. Ce qui sous-entend déjà que, au final, si elle n'aurait pas dû l'avoir, c'est qu'un enfant est né de cette aventure. Mais qu'il s'est passé du temps entre la naissance de cet enfant et que finalement Jeanne crée une famille. Et il s'est passé beaucoup de temps, plusieurs années. Le temps a passé. Jeanne d'Arc n'a pas, si vous voulez, n'a pas intégré cet enfant à sa famille. Elle a eu une autre vie de femme, une autre famille. Une autre famille, mais bien longtemps après la naissance de cet enfant. Cet enfant qui lui aussi a une lignée royale par Jeanne et par son père. Alors, où serait né cet enfant? Visiblement, cet enfant serait né proche du père, sur les terres peut-être du père, ou en tout cas dans un endroit où le père était là. Le père qui, quelque part, a gardé un œil sur cet enfant. Il semble bien que l'enfant que ce roi du Sud a eu avec Jeanne est resté en place. Non, pardon, est resté proche de son père, est resté dans le giron paternel. Que faisait Jeanne pendant ce temps-là? Il semble que, après la naissance de l'enfant, Jeanne est guerroyée encore. Ce qui expliquerait certaines sources qui disent, et là je vous invite à découvrir un petit peu sur la littérature, qu'à un moment, Jeanne d'Arc aurait changé de type d'armure. Peut-être tout simplement parce que ça s'explique du fait qu'elle était enceinte et que guerroyer dans ces conditions était compliqué, avec une armure trop juste, et que le fait de changer, je ne sais plus dans quel livre je l'ai lu, mais que Jeanne aurait pris l'armure d'un ennemi, plus corpulent, peut-être tout simplement pour s'adapter à ces nouvelles formes. Voilà qui trouve réponse finalement.
mais qu'ensuite Jeanne ait continué de guerroyer jusqu'à finalement tous les événements, et ce qui expliquerait aussi finalement le temps qui a passé. L'enfant est né, Jeanne a continué de guerroyer, le temps a passé, les événements que l'on sait ont passé, son incarcération, sa mise en détention, et qu'après, elle est revenue vivre, mais pas auprès du père de son enfant, mais qu'elle a retrouvé une certaine forme de stabilité, qu'elle est arrivée à retrouver euh, l'envie de fonder une famille. Mais alors, qu'est devenue la descendance de Jeanne? Et puis était-ce une fille ou un garçon? On va voir si on peut savoir quelque chose. Qu'est devenue la descendance de Jeanne d'Arc? L'enfant de Jeanne d'Arc, pardon. Tout commence au procès. Visiblement, quelque chose est caché à ce niveau-là. Tout est là déjà, toute la clé est là. Et ça va même au-delà, avant, c'est quelque temps avant ce procès, et visiblement, ça confirme que Jeanne a bien eu, alors qu'elle se battait encore avec ses épées. Il y avait cette agressivité, c'était la guerre. Mars est le dieu de la guerre. L'enfant, pour moi, naît quelque temps avant ce procès. Difficulté de trouver l'amour, effectivement, puisqu'un enfant euh, né de quelqu'un pas libre, d'un roi pas libre, d'une personnalité importante sans sa mère, c'est compliqué, effectivement. On sent qu'il y a quelque chose qui manque. On ne parle pas du sexe de l'enfant. Je vous le dis tout de suite là, ça n'apparaît pas comme ça. Mais on sent quand même quelque part qu'il y avait une forme de clé. L'enfant avait vraiment les clés de son destin en main. C'est donc à nouveau bien quelqu'un qui était important, qu'on a protégé sous des dorures finalement. Et regardez, on a toujours cette lignée royale qui apparaît, qui est là. Alors je vais demander tout simplement, finalement, je vais demander à l'oracle quel était le sexe de l'enfant, parce que on ne sait pas, on va voir. Parce que la question, c'est vraiment de savoir bah, si finalement on avait affaire à un garçon, à une fille, plus pour notre culture, et puis après savoir ce qu'elle a pu, vers où elle a pu habiter, cet enfant. Et nous avons le cycle lunaire. Le cycle lunaire semble indiquer que nous avons affaire à une fille. Donc Jeanne d'Arc a dû avoir une fille, à mes yeux. Mais où a-t-elle habité? Elle est restée longtemps, visiblement dans l'est du pays. L'est du pays, Champagne. Champagne ou Lorraine? Lorraine plutôt. Lorraine, nous sommes à l'est de ce pays. Plutôt je dirais dans un endroit qui n'est pas un endroit où les grandes de cette époque se réunissent, mais plutôt un peu à côté, plutôt un petit peu lointain. Quelle carte représente le devenir finalement de cette lignée euh, de la descendance de Jeanne d'Arc, de cette fille de Jeanne d'Arc? Pour l'instant, c'est une lignée qui est restée tout à fait secrète, cachée même. Le cloître représente les barrières que l'on met sur le temps. C'est donc une lignée qui finalement est tout à fait restée secrète dans le secret le plus complet. Il y a presque une omerta sur cette lignée de Jeanne d'Arc, encore de nos jours.
Alors, nous sommes presque à 20 minutes, je vais arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, le sujet est très très intéressant. Euh, Reste que cela correspond à tout ce qui ressort au niveau du grand celtique de Nostradamus. Euh, Si vous avez des questions sur ce sujet, si vous souhaitez qu'on l'explore d'autres façons avec vos questions, eh bien n'hésitez pas à me faire une liste de questions, peut-être une dizaine de questions, et vous me les envoyez sur uthervoyant@gmail.com si le sujet si vous souhaitez, pardon, encore creuser ce sujet, eh bien je vous invite à me faire des propositions, des questions. Vous me les mettez sur uthervoyant@gmail.com et je me ferai une joie d'un prochain sujet, et bien finalement de répondre à toutes vos questions et interrogations. Fabrice a regardé les décodages des quatrains de Nostradamus et il rebondit sur quelque chose que Nostradamus a prédit, semble-t-il en tout cas, à propos du grand celtique. Et au passage, puisque Nostradamus parlait d'une anagramme de Chiren, qui est l'anagramme de Henrique. Henrique s'écrivait ainsi, enfin plutôt Henri s'écrivait Henrique à l'époque de Nostradamus. Et donc, j'ai annoncé, peut-être imprudemment ou peut-être pas, que le prochain, ou plutôt que le grand monarque, celui qui s'appellerait aussi le grand celtique, pourrait porter le nom officiel d'Henri V. Alors bien sûr, ça interroge, euh, et c'est ce qui fait que Fabrice me pose cette question. Et il demande tout simplement ce que les cartes pourraient bien dire sur Henri V, le futur roi de France, en tout cas selon la projection qui conviendrait au grand monarque ou grand celtique. Il semble que Nostradamus donne la même chose à l'un ou l'autre. Ça ne serait qu'une seule et même personne, qui ne serait pas connue actuellement. Alors on pourrait regarder, je vais battre les cartes. L'idée est simple, c'est de voir d'où il vient. C'est vrai que au décodage des quatrains, il semblerait que ce futur grand celtique soit d'une lignée royale. Regardons, posons la question, d'où vient ce grand celtique? Alors il vient de quelque chose qui a été abattu. Alors, ça ne dit pas précisément grand-chose, mais en même temps, pour abattre quelque chose, il faut que déjà ça soit mis en place. Il faut être logique aussi en voyance, on ne peut pas abattre quand il n'y a rien. Donc là, quelque part, ça veut dire que le grand celtique, et donc éventuellement ce roi Henri V, a des racines qui le posent en position dominante. Regardez cette carte. On y voyait une tour haute, dominante, avec quelque part des arbres qui peuvent représenter une forme de domination sur la nature, sur le peuple. Il semble bien que finalement, les racines de ce grand celtique soient des racines de sang royal. Et puis regardez, il a été évincé, là aussi, par force. Cette lignée, en tout cas, a été abattue par force. N'y voyez pas Louis XVI, on est bien plus antérieur à cette lignée, à ce dernier capétien. On est bien au-delà. Et quelque part, il puise ses racines dans sa lignée. Pour moi, nous avons bien effectivement un grand celtique qui descend d'une lignée royale française. Bien sûr, ça ne dit pas tout à fait laquelle. Bien sûr. Mais en tout cas, ça donne des indications. Et ça vient visiblement en complément de ce que Nostradamus a annoncé. Alors, maintenant, je vais regarder à quelle occasion ce grand celtique, ce futur Henri V, pourrait arriver, arriver à se faire connaître.
Alors vous voyez ici, nous avons une carte lunaire. C'est une carte d'émotion, d'angoisse, et nous voyons un personnage qui souffle fort. Pour moi, nous avons quelqu'un qui viendrait à un moment où tout va mal. Alors me direz-vous, c'est maintenant. Non, non, non. C'est bien pire que ça. Oui, effectivement, je comprends que tout va mal, mais ne ramenez pas toujours tout à notre situation actuelle. Ce grand Celtique, ce futur Henri V, nous arriverions à le découvrir, nous arriverions à le voir apparaître dans une situation de combat, de tempête. C'était le mot que je cherchais. De tempête, de menace réelle contre la France. Avec une France qui serait envahie. Mais attention, ça ne dit pas si elle serait envahie militairement ou si elle serait envahie avec des idées. Rien ne le précise sur la carte. Et tel que c'est là, j'aurais plutôt tendance à dire que ça serait envahi sous forme d'idées, une forme de domination idéologique, mais pas guerrière, parce que nous n'avons pas Mars. On aurait eu Mars ici, j'aurais opté pour la guerre. Là, j'ai plus l'impression que ce sont des idées qui soufflent, qui poussent un avis de tempête et qui on ressent une menace. C'est plutôt comme ça que je verrai les choses. Et l'arrivée de ce personnage clé finalement des prophéties de Nostradamus, mais qui semble bien tangible et que, comme Nostradamus, je confirme qu'il est, à mes yeux, bien d'une lignée royale. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il arrive qu'il va revendiquer le titre de roi de France. Il peut simplement être un personnage clé de notre future démocratie et peut-être un futur président, un futur gouvernant. Hein, vous voyez, à l'époque de Nostradamus, on parlait de roi. Après, il y a eu les empereurs, mais on n'a pas forcément la même notion. Un président peut se retrouver aussi, il est chef de gouvernement, il est chef de la France et des Français. Donc, vous voyez, il y a cette notion-là. Donc, attention. Mais toujours est-il que nous avons bien l'arrivée d'un personnage central. Alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément ce qu'il va faire, parce que j'en ai parlé dans les quatrains de Nostradamus. Hein, j'ai deux chapitres qui sont consacrés au Grand Celtique, euh, que vous avez pu découvrir déjà pour la première partie, et la deuxième partie va être découverte dans quelques jours. Mais c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'où il vient. J'aimerais, j'aimerais comprendre d'où il vient. Et donc je me propose de faire un tirage en croix, mais à l'envers. Alors je m'explique. La question, en général, je pose une évolution. Comment telle ou telle situation a-t-elle évolué? Eh bien là, je vais tenter, avec l'oracle de G, eh bien, de faire un petit peu différemment. Et la question va être ainsi, comment la lignée du grand Celtique, comment la lignée de ce grand monarque, de celui que Nostradamus pensait être le dernier roi des Francs, donc ça veut dire que derrière sa lignée s'éteindra, eh bien, comment a-t-il pris naissance, non pas lui-même d'une naissance d'une femme, mais comment cette lignée a-t-elle pris naissance au fil du temps? Et donc, on va essayer de remonter le temps vis-à-vis d'un tirage en croix. Je vous avoue, c'est la première fois que je le fais dans ce sens-là. Je n'avais pas prévu de le faire ainsi, j'avais rien prévu. En fait, je me laisse porter par l'intuition. Et je me dis que peut-être on arrivera à avoir une réponse qui viendra ou non confirmer le décodage des quatrains de Nostradamus. Et là, avec la carte des outils, on part bien en tout cas du point de départ.
de quelqu'un qui revient un petit peu aux manettes, qui revient un petit peu aux commandes. C'est l'idée des outils de cet oracle G, hein, qui est plus symbolique, euh, peut-être plus libre d'interprétation que l'oracle de Béline, qui lui encadre plus le niveau voyance. Le risque avec l'oracle G, c'est d'avoir une imagination débordante, ce qui n'est pas un mal en voyance, mais de la laisser prendre le pas avec le mental et donc de dérailler. Ça, c'est pour ça que vous me voyez moins faire de tirage avec l'oracle de G. Très symbolique, mais pour autant très intéressant parce que les symboles parlent d'eux-mêmes. Si vous-même vous vous exercez aux arts ésotériques, je vous conseille d'avoir aussi cet oracle et de le travailler en parallèle avec l'oracle de Béline et le tarot de Marseille. Appuyez-vous sur ces trois bases-là et vous pouvez les compléter ensuite avec des oracles du petit Lenormand, du grand Lenormand, euh, l'oracle des ombres et des lumières, enfin bref, peu importe. Mais déjà, les trois bases-là sont très importantes. Et ça fonctionne très bien les trois ensemble. Donc là, nous avons bien quelqu'un qui est aux manettes. Et on va voir ce qui s'est passé au fil du temps. Il y a eu des trahisons. C'est donc une lignée qui a été trahie à un moment. Alors me direz-vous, dans l'histoire de France, les trahisons sont nombreuses. Et c'est vrai. Mais voyez que là, ça renforce encore l'idée d'une forme de noblesse, d'une forme de, de lignée. Et si les trahisons sont à cet endroit-là, ça veut dire qu'il y en a eu de nombreuses de trahisons. Il n'y a pas eu vraiment d'amis fidèles au sens protecteur. Ça, c'est le conseil. C'est une lignée qui n'a pas su tendre la main aux autres. Peut-être une lignée qui était quand même assez dure au départ. Une lignée qui était, je dirais, d'une forte noblesse, mais en même temps, vous voyez, l'idée d'ego dans cette lignée. Une importante fierté. Là encore, ça va avec les gouvernants quelque part. C'est une lignée où il y a eu des malades dedans. Alors, avec cette carte, on peut parler de malades physiques, mais aussi de malades psychologiques. De rois qui n'avaient pas toute leur tête. Ce qui aurait tendance à me faire penser à des lignées où il y a eu trop de consanguinité peut-être. C'est en tout cas ce qui me vient en tête. Une lignée assez rigide, consanguine. Mais c'est vrai là aussi que quelque part, les rois ont toujours abusé plus ou moins de se marier entre cousins, cousines ou de choses comme ça. Cette lignée nous est venue de la mer. Cette lignée nous est venue de la mer. Elle n'était pas à l'origine. Elle n'était pas à l'origine en Europe. C'est une lignée qui est arrivée au pouvoir sur les terres françaises, mais qui n'était pas d'origine française au tout départ. Bien sûr que ceux qui ont accédé au trône de France étaient des Français. Il semble donc bien que ce futur grand monarque descende d'une lignée royale qui n'était pas à l'origine une lignée française, mais qui venait de la mer, qui venait... Pour moi, on est sur la mer Méditerranée. On est sur le pourtour de la Méditerranée. Cette lignée vient d'ailleurs. Alors cela répond en partie à l'interrogation que j'avais. D'où vient ce futur grand monarque? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce futur grand monarque, sur des questions, eh bien n'hésitez pas à m'écrire sur utrvoyant@gmail.com.
Et je vous promets que s'il y a beaucoup de questions, je referai un sujet là-dessus avec vos questions. Moi, mon idée était de voir aujourd'hui l'origine. J'ai répondu à l'origine. Je vous laisse libre de vos questions et quelque part, je souhaite votre participation à ce sujet. La voyance n'est pas faite que pour vous annoncer que Macron fera ceci ou Macron fera cela. À la limite, je dirais que c'est qu'un épiphénomène et il ne laissera pas de traces dans l'histoire. Par contre, ce qui est intéressant, la voyance, c'est qu'elle peut aussi permettre de creuser, de donner des réponses, comme celle de Rennes-le-Château, comme celle sur Jeanne d'Arc. Tout est lié. Et je vais juste me permettre une dernière question à propos de ce futur grand monarque. Je vais poser la question ainsi. Quel est le lien de ce grand monarque, de ce grand celtique, avec Jeanne d'Arc? La question m'est venue comme ça. Nous avons la carte de l'éléphant. L'éléphant qui nous semble nous indiquer, en mangeant ainsi des feuilles, des racines, qu'il y a un lien. Mais vous voyez qu'on n'est pas sûr de la réponse, parce que ça peut arriver. Il suffit de faire une chose. Voilà pourquoi je dis toujours de s'appuyer sur plusieurs oracles. Je n'aime pas recouvrir, parce que si on recouvre, on va de toute manière attendre une réponse plus claire. À la fin, c'est le tirage de l'horreur. Mais on peut très bien poser la question aux Bélines. Pour moi, l'éléphant représente un lien de force. On va dire qu'on y puise sa force. C'est l'idée que j'ai. Quel est le lien entre le futur grand celtique et Jeanne d'Arc? Il y a un lien. Mais ce lien, il a été, il n'est pas direct. Voilà comment je comprends la carte. Pour moi, Jeanne d'Arc a eu une descendance. Une descendance, mais qu'elle n'a pas élevée elle-même, qu'elle a mis de côté, qu'elle a laissé peut-être pour diverses raisons. À la limite, c'est pas très important. Mais la lignée dont provient ce futur grand celtique est une lignée parente de Jeanne d'Arc. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur Jeanne d'Arc. Si vous ne le savez plus, je vous invite à regarder à nouveau la vidéo. La vidéo sur le mystère de Jeanne d'Arc. Et vous verrez que finalement, tout colle. Voilà les amis, je vous embrasse, j'attends vos questions, j'attends vos remarques et je vous dis à très bientôt.